devait faire l'arbre généalogique de la 911, tout le monde serait d'accord pour dire qu'elle est la fille de la 356 et la petite fille de la coccinelle. Mais est-ce que c'est entièrement vrai? Et qu'est-ce qui a réellement permis à la Cox de se muer en une voiture de sport iconique? Eh bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors suivez-moi, dans la famille Porsche, on part à la recherche du chaînon manquant. Allez, c'est parti! À la fin des années 30, vous le savez sûrement, il y avait une sorte de petit moustachu tout vénère qui avait des envies de grandeur. Out César, out Nulus, empereur du monde. Et pour arriver à ses fins, il voulait, entre autres, utiliser l'industrie automobile pour satisfaire son peuple. Son but était tout simplement de permettre à chaque Allemand de pouvoir s'acheter une voiture pas chère et robuste et sillonner le pays sur les belles autobahnes qu'il était en train de construire. Et ce projet de voiture du peuple a porté un nom qui est devenu celui d'une marque mondialement connue, Volkswagen. Parce que oui, à l'origine, Volkswagen c'était un projet d'où est sortie la KDF Wagen, KDF pour Kraft durch Freude, la force par la joie. Un véritable slogan politique plus qu'un nom de bagnole. Mais bon, vous l'avez tous reconnu en fait, puisqu'il s'agit de la coccinelle, nom qu'on ne lui donnera d'ailleurs qu'après la guerre. Et qui se cache derrière cette voiture? Eh bien pas besoin d'être devin pour le savoir, vous l'avez deviné, c'est Ferdinand Porsche. Bon, on peut toujours lui reprocher ses relations avec l'idéologie en place à cette époque, le sujet n'est pas là. Mais on ne peut pas lui retirer le fait que c'est un génie de la mécanique. Et comme tout passionné de bagnole qui se respecte, il avait envie de faire des voitures de sport et de se lancer dans la compétition. Seulement à cette époque, Porsche n'était pas encore un constructeur, ce n'était qu'un bureau d'études en design et mécanique fondé en 1931. Porsche ne deviendra officiellement un constructeur qu'en 1948. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard parce que ça aura sa petite importance dans la conclusion. Bref, bien qu'il ne soit pas un constructeur, Porsche va quand même étudier sa première sportive sur fonds propres, la Type 114. Et dès les premiers coups de crayon, on va tout de suite voir se dessiner le futur de Porsche, avec ses lignes arrondies étudiées en soufflerie, ses phares globuleux de coccinelle et son architecture un moteur arrière refroidi par air. Sauf que là, le moteur devait être un V10 de 1,5 litre de cylindrée en position centrale. Espérant jouer sur la corde sensible de son copain Adolphe, qui lui aussi aimait les voitures de sport, Ferdinand va lui présenter la maquette de son prototype. Et pourtant, il va se voir opposer une fin de non-recevoir, sous prétexte que, je cite, la voiture de sport ne vaut rien pour le peuple. Et en plus, il était hors de question de dépenser de l'argent pour une autre voiture que la KDF Wagen. Alors Ferdinand Porsche, qui avait de la suite dans les idées quand même, va revoir sa copie. Puisqu'il ne peut pas développer une toute nouvelle voiture, il va essayer d'utiliser un maximum de pièces déjà existantes. Et pour ça, justement, il va se servir de la KDF Wagen qu'il a sous le coude. C'est donc en mixant le design de sa Type 114 avec les pièces de la KDF déjà existantes qu'il va imaginer la Volkswagen Aero Coupé, plus connue sous le nom de Porsche Type 64. Là encore, on reconnaît tout de suite l'ADN de Porsche avec un profil super aérodynamique, une cabine très étroite qui accueille tout de même 2 personnes, et toujours ces feux ronds si caractéristiques à l'avant, le tout monté sur un châssis KDF renforcé. À l'arrière, comme sur la Cox, on retrouve la lunette en forme de haricot soulignée par les grilles d'aération du compartiment moteur. Par contre, plus question maintenant d'avoir un V10 sous le capot, il faudra se contenter du 4 cylindres à plat de 1 litre, un peu remanié certes pour gagner en performance. Ils reprendront même les trains roulants et les freins à tambour de la coccinelle. Résultat des courses, le moteur passe de 35 à 50 chevaux grâce à des carburateurs double corps, des soupapes plus grandes et un taux de compression revu à la hausse. La carrosserie, elle, réalisée en aluminium, limite son poids à 540 kg, et le tout permet à la Type 64 une vitesse de pointe de 160 km/h. Il paraît même que Ferdinand, qui adorait sa création, roulait régulièrement à son bord à plus de 130 sur les autoroutes. Et à la fin des années 30, la voiture tombe finalement à pic, parce qu'entre-temps, le Führer a décidé de faire rayonner son idéologie à travers le sport, et plus particulièrement le sport automobile, grâce à 2 projets. Le premier prendra la forme de la Mercedes T80. Ce monstre, développé avec la collaboration de Porsche et équipé d'un moteur V12 45 litres de Messerschmitt 109, devait battre le record du monde de vitesse et viser les 700 km/h. Le deuxième projet sera une course automobile devant relier Berlin et Rome, histoire d'aller rendre visite à son poteau Mussolini. Et cette course, il compte bien la gagner bien sûr. Arriver deuxième n'est même pas une option envisageable. Et pour y arriver, quoi de mieux là encore que la Type 64, la voiture de son copain Ferdinand. Porsche aura donc le temps d'en construire 3, chacune avec un moteur de rechange pour la course, qui finalement n'aura jamais lieu, pas plus que la tentative de record de vitesse de la T80 d'ailleurs. Je vous laisse deviner pourquoi. Et de ces 3 voitures, il n'en reste aujourd'hui qu'un seul et unique exemplaire qui a réussi à arriver jusqu'à nous. Le premier exemplaire a été crashé par Bodo Laferenz, lieutenant-colonel SS et directeur de Volkswagen depuis 1938. La version officielle raconte qu'il s'est endormi au volant.
d'une voiture faite pour la course. Le second exemplaire, lui, est tombé dans les mains d'un groupe de soldats américains qui n'ont rien trouvé de mieux que de faire les cons avec, histoire sûrement de décompresser un petit peu. Ils vont donc en découper le toit pour tenir à plusieurs dedans et finiront par faire serrer le moteur à force de le maltraiter avant de finalement l'achever à la grenade, triste fin aussi pour celle-là. La dernière, enfin, est restée dans la famille Porsche jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Mais finalement, après l'arrestation de Ferdinand Porsche en France et de peur de se l'avoir confisquée par les Français au titre de dédommagement de guerre, ils vont la céder à Otto Maté, un pilote autrichien qui la gardera jusqu'en 1995. Et lui, il ne va pas se contenter de la laisser au garage, puisqu'après avoir été entièrement restaurée en 1947 par les ateliers Pininfarina, il va la faire courir en rallye historique jusqu'en 1982. Elle remportera même plusieurs titres dans des courses alpines. Mais quoi de plus normal, vous allez me dire, puisqu'elle avait été faite pour ça. Elle passera ensuite par plusieurs propriétaires avant de finir dans la collection du pilote Thomas Gruber. Aujourd'hui, elle est exposée au Petersen Automotive Museum de Los Angeles, mais on peut aussi l'apercevoir à de rares occasions, comme au concours de beauté automobile de Pebble Beach par exemple. Mais si vous passez par l'Allemagne, vous pourrez peut-être en voir d'autres exemplaires, mais des répliques cette fois-ci. Le musée Porsche de Stuttgart expose une carrosserie nue en alu, une réplique créée en 2009 par Hubert Drescher, et le musée du prototype de Hambourg en possède lui une réplique noire depuis 2011, construite par les équipes de Nostalgie Car avec quelques pièces d'origine quand même. Enfin, si vous préférez les circuits au musée, vous aurez peut-être la chance d'en croiser la dernière réplique sur le circuit du Nürburgring. Celle-ci a été terminée en 2014, a nécessité pas moins de 8 années et 7000 heures de travail et arbore la même plaque que le modèle original de 1939. Alors vous l'avez compris maintenant, si la 356 est bien une descendante de la coccinelle, eh bien en fait il aura fallu la Type 64 comme charnière entre les deux. Il est là le chaînon manquant que tout le monde, ou presque, a oublié. Alors est-ce qu'on peut vraiment considérer cette Type 64 comme la première vraie Porsche comme certains le disent? Eh bien je serais tenté de dire non, et je vous explique pourquoi. Si la Type 64 a été entièrement développée par Ferdinand Porsche, ça c'est vrai, en fait elle ne fait que sortir des bureaux d'études de Porsche, puisqu'elle a été fabriquée dans les ateliers Volkswagen. Elle reprend d'ailleurs une grande partie des éléments de la KDF Wagen, et sa carrosserie en alu a été produite dans les ateliers de Reuter, qui deviendra Recaro un petit peu plus tard. Et à l'origine, elle était même codifiée Volkswagen Type 60K10 aérocoupé. Il n'y a que dans les bureaux de Porsche qu'on utilisait le code carrosserie Type 64. Parce qu'à ce rythme-là, on pourrait aussi bien dire qu'en fait la Cox, c'est une Porsche autant que les chars Tigres de la Wehrmacht, puisqu'ils ont été étudiés eux aussi chez Porsche. Et même avant ça, Ferdinand Porsche avait déjà conçu la Phaéton chez Löhner en 1901. La Type 64 était donc loin d'être sa première voiture, sauf si vous considérez comme certains qui se disent puristes, qu'une vraie Porsche ne peut être qu'une sportive à moteur en porte-à-faux arrière et refroidi par air. Et ça m'agace au plus haut point. En fait, Porsche ne deviendra officiellement un constructeur qu'en 1948, sous l'impulsion de Ferry Porsche, le fils de Ferdinand, qui réalisera enfin le rêve de son père. Et la première voiture qui sortira officiellement des usines Porsche sera la 356. Alors bien sûr, elle a profité de toute l'expérience gagnée sur l'étude de la Type 114 et de la 64, et même si elle aussi reprend les bases techniques de la coccinelle, elle sera malgré tout la première à arborer le nom de Porsche sur sa carrosserie. Et si aujourd'hui vous pouvez voir le nom de Porsche sur la calandre de la 64, sachez qu'il n'a été ajouté sur la voiture qu'en 1948. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le sujet, à votre avis, la première Porsche, 356 ou Type 64? Je vous laisse débattre de ça tranquillement dans les commentaires, et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, balancez-moi votre meilleur pouce en l'air, abonnez-vous et partagez-la sur les réseaux sociaux, ça aide à développer la chaîne. En attendant, on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!